comme je disais tantôt, le premier atelier, on a fait un survol de Wikidata. Le deuxième atelier, on a créé un élément Wikidata. Dans notre cas, c'était André Laliberté. Puis l'atelier numéro 3, on va explorer un peu ce qui peut être fait avec les données. Donc, c'est moins par rapport à votre travail que vous voulez apprendre là, comment rentrer des données dans Wikidata, mais on veut vous donner une petite idée là, de comment les données peuvent être utilisées par d'autres personnes. Donc, c'est vraiment puis un gros élément de ça, c'est l'extraction en Sparkle des données. Donc, c'est pour ça qu'on va explorer Sparkle, le langage qui est utilisé par le Wikidata Query Service, le service de requête Wikidata. On va regarder comment il est fait, puis on va regarder aussi quel type de résultat ça peut donner. Pour vous, les requêtes Sparkle, ça peut vous aider si vous voulez faire certains éléments de validation. Mais en gros, ce ne sera pas nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de connaître pour pouvoir saisir des données dans Wikidata. Fait que je veux vraiment que ce soit clair. Aujourd'hui, on veut vous présenter des choses, mais si vous n'êtes pas capable de générer des requêtes Sparkle à la fin de l'atelier, ce n'est pas très grave. Là. C'est pas, au pire, vous pourrez en copier déjà toutes faites, puis tant que vous savez comment l'exécuter, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'est séparé en 3 parties pour cet atelier-ci. Donc, la première partie, ça va être la recherche à l'intérieur de Wikidata. Puis, on va aussi un peu regarder l'historique des pages d'un wiki. La recherche à l'intérieur de Wikidata, c'est une recherche qui fonctionne seulement avec l'étiquette. Donc, on ne peut pas se servir des déclarations d'un élément dans la recherche interne de Wikidata. C'est pour ça que dans la deuxième partie, on va regarder le service de requête Wikidata, puis le langage Sparkle dans lequel on écrit. Dans les éléments du langage, on va voir c'est quoi des commentaires, on va voir c'est quoi des variables. On va voir aussi la syntaxe générale de Sparkle. Mais on va vraiment survoler, on n'ira pas au fond de la syntaxe, on va juste regarder la fonctionnalité de base. Et dans la partie numéro 3, on va exécuter 3 requêtes précises. Donc, il va y avoir une première requête qui va nous donner une liste de sous-classes par rapport à tous les métiers des artistes de la scène. Le deuxième exemple qu'on va faire, ça va être une requête qu'on va afficher en bulle. Donc, vous allez voir, ça donne une façon différente de voir l'information. Puis la troisième, ça va être une carte dans le fond de la Terre. Là, puis on va afficher des éléments sur cette carte-là. Fait que ça va être la matière qu'on va couvrir dans l'atelier numéro 3. Donc, partie numéro 1, recherche et historique dans Wikidata. Fait que la première chose par rapport aux recherches dans Wikidata, c'est que c'est très important, avant qu'on crée un élément, de s'assurer qu'il n'existe pas déjà, parce qu'on ne veut pas créer de doublons. Fait que c'est vraiment au niveau de la création, avant de faire ça, il faut faire une recherche exhaustive dans Wikidata. Par exemple, il y a des éléments qui peuvent être pièges là-dedans. Exemple, le nom de l'élément qu'on cherche, peut-être qu'il n'a pas été rentré dans votre langue et en anglais. Et alors là, Wikidata, il ne vous le trouvera pas. Sinon, ça se peut qu'il soit rentré sous un autre nom. Donc, des fois, les gens, on a le nom avec juste un prénom, mais les personnes sont rentrées dans Wikidata avec 3 ou 4 prénoms parce que c'est leur nom officiel. T'sais. Puis, une autre erreur qui peut arriver de temps en temps, c'est des fois, on va chercher quelqu'un, mais il va être rentré dans Wikidata avec son nom d'artiste. Puis nous, on va le chercher avec son nom civique. Puis il ne le trouvera pas. Ou des fois, c'est l'inverse. Nous autres, on va chercher avec un nom d'artiste, mais dans Wikidata, le nom d'artiste ne sera pas entré, puis donc, on ne pourra pas le trouver. Donc, c'est des choses avec lesquelles il faut faire attention. Comme j'ai dit tantôt, il y a 2 façons de faire des recherches dans Wikidata. C'est simplement une recherche directement dans Wikidata. Puis sinon, on peut faire une recherche avec le service de requête qu'on va voir dans la prochaine partie. Donc, ici, pour faire une recherche dans Wikidata, on commence par l'entête. Donc, l'entête est en haut à droite dans la page. Là, vous rentrez le texte de ce que vous voulez chercher. Dans ce cas-ci, ici, vous pouvez voir, j'ai un exemple, j'ai rentré André Laliberté.
Fait que quand on a fini de rentrer ça, lui, Wikidata, il va vous faire automatiquement un menu de choix. Parce que lui, on va trouver certains éléments de réponse. Évidemment, il n'en affichera pas des centaines, mais il va en afficher comme, je pense, 5, 10 et tout ça. Mais, puis il y a le dernier élément aussi où on voit c'est contenant. Ça, celui-là, on va y aller tantôt parce que ça va nous donner, en fait, une recherche avancée. Donc, on peut voir ici dans les deux éléments qui nous affichent comment la description, c'est important. Parce que là, vous voyez, le premier, André Laliberté, tout ce qu'il y a, c'est qu'il est né en 1959. Puis celui que nous, on a rentré au dernier atelier, bien, on voit une description beaucoup plus riche, c'est-à-dire marionnettiste québécois, puis qui est fondateur du Théâtre de l'Œil. Donc, tu sais, ça nous permet de savoir avec certitude que l'André Laliberté qu'on veut, c'est vraiment le deuxième. Parce qu'évidemment, les homonymes, c'est vraiment c'est une plaie là, à décortiquer. Donc ici, on est dans notre recherche de Wikidata. Donc ici, on fait une recherche, ici, on tape André Laliberté. Puis là, vous voyez, il bâtit le menu au fur et à mesure. Puis là, on va choisir le dernier élément qui est contenant André Laliberté. Puis là, il nous rend dans une recherche avancée. Il nous montre ici en haut à droite la quantité de résultats, donc il nous en affiche 20 sur 49. Ici, il va nous dire que le choix d'office, c'est de trier par pertinence. Donc, évidemment, ce qui lui juge qui est l'élément qui ressemble le plus au texte que vous avez rentré, c'est ce qu'il va vous montrer en premier. Une chose importante à voir, c'est que ici, dans la recherche, il va chercher dans l'espace de nom principal et il va chercher dans l'espace de nom des propriétés. Donc, l'espace de nom des propriétés, c'est assez évident, c'est les propriétés. Maintenant, l'espace de nom principal, en fait, c'est les éléments. Dans Wikidata, l'espace principal, c'est les éléments Wikidata, là, tout ce qui commence avec un Q et tout ça. Donc, dans le fond, ça veut dire les éléments dans le langage de Wikidata. Ça. Donc, lui, il va chercher toutes les propriétés ou les éléments qui contiennent le mot « André Laliberté ». Une chance, André Laliberté, ça ne peut pas être une propriété, mais si on avait cherché « occupation », on aurait probablement vu occupation qui est l'élément et occupation qui est la propriété. Donc, ça, c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention. Donc, ici, dans les éléments de réponse, ici, vous avez vu, on les a séparés avec des carrés rouges pour vous montrer qu'il y a vraiment les 4 premières réponses ici. Puis, si on regarde une réponse, bien, on voit que la première ligne, c'est le nom. La deuxième ligne, c'est la description. Puis, la troisième ligne, ça devient intéressant. Il nous donne le nombre de déclarations qu'il y a dans cet élément-là. Le nombre de liens aussi vers des sites. Puis, il nous donne surtout la dernière date de modification. Donc, on peut voir quand est-ce que la dernière fois ça a été modifié. Donc, ici, pour le deuxième élément, on voit que c'est le 13 août, qui était effectivement la date de l'atelier où on a créé, en fait, l'élément ici. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la recherche directement à l'intérieur de Wikidata. Une autre des choses qu'il y a dans Wikidata qui est très importante, c'est l'historique des pages, parce que ça nous permet de comprendre l'évolution d'une page, puis de voir quand est-ce qu'il y a un élément qui a été modifié ou quand est-ce qu'il y a un élément, quelle sorte de modification il a subi au cours du temps. Donc, pour trouver l'historique, ça, c'est en haut de la page dans un élément. Fait que si on rentre ici dans André Laliberté, là, on a lire. Puis juste à droite ici, on a voir l'historique. Donc, si je clique sur voir l'historique, ça m'amène la page avec l'ensemble des modifications. Donc, on peut voir qu'il y a Petit Doff qui a fait les dernières modifications. On peut voir aussi qu'il y a Nat Archive qui a fait des modifications, puis Antoine 2711, ça c'était moi. Puis on peut remonter comme ça jusqu'à la création là, de l'entité là, ici. Une des choses aussi qui est intéressante, donc on peut voir dans les éléments qu'on peut voir là-dedans, c'est la date, la modification avec l'heure que ça a été fait. Deuxièmement, l'usager qui a fait la modification. Troisièmement, on peut voir la quantité d'octets qui a changé. Donc, on voit la quantité totale d'octets pour cette version-là, mais on voit aussi la modification. Donc, on voit lui qui a bonifié d'un demi-K. Puis, on voit aussi des détails de descriptifs ici à la fin qui nous donnent une idée un petit peu là, de qu'est-ce qui a été fait comme changement. Donc, ça, c'est l'historique d'une page. Ça termine la partie 1. Donc, si vous voulez bien y aller avec les questions sur la partie 1, est-ce que vous avez des questions?
Moi, je viens de m'essayer pour aller faire ma requête comme toi, André Laliberté, mais je suis sur un navigateur qui est en langue anglaise. Genre, j'ai regardé les 2 premières pages de résultats. Dans son filtrage par pertinence, il ne me donne pas le André de la Liberté que je recherche. C'est quand même assez spécial. Comment est-ce que je peux vraiment m'assurer que mon homonyme que je recherche, c'est là s'il faut que je fasse plusieurs pages pour m'y rendre? OK. D'abord, ça a l'air d'être quelque chose de spécial, mais en fait, ça arrive relativement fréquemment. Moi, la première chose, quand je fais une recherche, là, vous pouvez voir en bas de la page de recherche la quantité d'éléments qui va vous afficher. Donc, si je retourne, ici, je recherche donc André la Liberté. Puis en fait, pour pouvoir bien pour pouvoir bien répondre à ta question, Frédéric, je vais carrément moi-même aussi aller en anglais. Donc, en espérant que en espérant que ça va me donner le même résultat. Donc, je vais ici, là, je choisis rechercher André la Liberté. Puis là, je demande la recherche en anglais. Vois-tu, moi, il me l'affiche en deuxième. Hein. C'est coquin. Excuse-moi, il est là, mais forcément, je cherchais la description Et qui, bien voilà! entendu, est Qui n'est pas disponible présent. uniquement en français. Ah ben, j'irai ajouter ça ce soir. Parfait. Ben, j'adore que ta question, parce que dans le fond, elle fait ressortir un point que je trouve extrêmement important, c'est les descriptions en anglais et en français. Nous, en français, parce qu'on est francophone, puis on rentre des données souvent qui sont francophones, mais en anglais, c'est important de mettre les descriptions. C'est très, très important parce que les gens s'en servent. Mais la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que moi, dans l'ensemble des recherches, une des choses que je fais pas mal souvent, c'est je vais regarder les premiers éléments, mais je vais descendre en bas puis je vais cliquer sur le 500 pour qu'il m'affiche les 500 premiers résultats. Puis après ça, je vais utiliser la fonction du navigateur pour rechercher, comme ça. Puis, peux-tu me sortir mon... Puis c'est ça. Puis là, je vais taper là, ce que je cherche. Là, vous voyez, il y a 3 éléments. Je sais qu'il n'y a pas d'autres en la liberté sur les 500 éléments. Puis en fait, là, évidemment, lui, il trouve juste 49 résultats. Fait que j'ai demandé d'en afficher 500 et ça ne change rien. Il va juste m'en montrer 49. Mais moi, personnellement, là, c'est quelque chose que je fais quand je fais une recherche. Tu sais. Je demande 500 éléments, puis moi-même, tu sais, je vais chercher un mot qui n'est pas tu sais, comme dans les résultats de recherche, tu sais, qui est plus... mais c'est bien très, très pratique. OK. Est-ce que ça répond à ta question pleinement, Frédéric? Ça répond à la mienne et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Pierre Macduff qui fait une remarque, il dit il existe un autre André de la Liberté, auteur et professeur d'université. Oui. Et d'ailleurs, quand on regardait les corrections, on voyait que c'était des éléments qui avaient été rajoutés. Est-ce que c'est sur le premier? C'est le premier André de la Liberté qui n'est pas le nôtre. C'est un professeur à l'Université d'Ottawa. Oui, mais c'est un scientifique politique. Donc, tu sais, c'est pas mal sûr qu'il n'y a pas un marionnettiste. Oui, c'est ça. Il y a des métiers qui sont moins compatibles. Il y en a, tu sais, écrivain, scénariste, tu sais, il y a des choses que des fois, ou journaliste, écrivain, auteur, tu sais, Et c'est là où on voit l'importance de la description, parce que finalement, celui-ci, exact. On voit qu'il est né en 59, mais ça ne nous dit pas qui il est. Alors que celui qu'on avait rentré indiquait qui il était. Donc, ça aide à la découvrabilité, en fait, d'être capable de donner une description qui l'est vraiment, en fait. Exactement. Fait que, encore une fois, l'importance de la description. Il y a Johanna qui a une question. Oui. Elle est très niaiseuse. Ma question est juste le sens de requête Sparkle. Qu'est-ce que ça veut dire, les mots Sparkle, et est-ce que ça sert juste à Wikidata? Est-ce que c'est une espèce de requête qui peut servir à d'autres bases de données, à d'autres sources de données? En fait, Sparkle, c'est un langage qui est utilisé dans toutes les bases de connaissances. Les bases de connaissances stockent des triplets, puis c'est un langage de recherche pour les outils qui stockent avec des triplets. Donc, c'est utilisé dans d'autres bases de connaissances, c'est pas juste utilisé dans Wikidata.